Bonjour à tous. Je vais présenter aujourd'hui mon projet doctoral intitulé Amélioration des sols par inclusion rigide, application aux fondations d'éoliennes sous chargement sismique. Considérons premièrement un système de fondation mixte constitué d'une fondation superficielle et des pieux encastrés dans cette fondation. Généralement, l'utilisation de ce système de fondation se fait dans les régions, dans les sols de capacité portante plus ou moins faible. Dans ce cas, le chargement de la superstructure sera transmis à partir des pieux jusqu'à une couche de capacité portante plus élevée. Cependant, dû parfois à la géométrie des terrains ou au niveau de sismicité de la région, on a parfois recours à un système de renforcement des sols. Le système de renforcement qui nous intéresse, c'est le renforcement des sols par inclusion rigide. Dans ce cas, les éléments verticaux appelés maintenant inclusion rigide sont séparés et déconnectés de la fondation superficielle par une plateforme de transfert de charge. C'est une couche granulaire. Le rôle de cette plateforme de transfert de charge est, comme son nom l'indique, transférer les charges de la superstructure par effet de voûte vers les inclusions rigides. Le comportement des inclusions rigides sous chargement statique a été étudié largement. Cependant, il n'existe pas encore du questionnement sur leur comportement et leur performance sous sollicitation sismique. Dans ce contexte, l'objectif de la thèse, c'est l'étude de l'interaction sol-structure d'un système de sol renforcé par inclusion rigide sous des sollicitations sismiques. Pour cela, un programme expérimental en centrifugeuse a démarré en première année et continue jusqu'à maintenant, et couplé avec les essais en centrifugeuse, un modèle numérique non linéaire 3D est actuellement en train de se développer sur le logiciel Abacus. La calibration et la validation de ce modèle numérique se fera en utilisant les résultats des essais en centrifugeuse. Donc, la première partie de la présentation, c'est les essais en centrifugeuse. Concernant la modélisation en centrifugeuse, un aperçu. Donc, pour la modélisation, on considère notre ouvrage réel à une échelle réduite d'un facteur n. Et donc, dans cette échelle réduite, on a des champs de contraintes plus petits. Et pour retrouver les champs de contraintes du modèle de la réalité, on applique une accélération centrifuge, amplifiant la gravité d'un facteur n et retrouvant ainsi le même champ de contrainte et aussi le même champ de déformation. Suite à ça, on peut déduire différents facteurs d'échelle pour d'autres grandeurs physiques ou mécaniques, et on a des grandeurs statiques ou lentes et on a des grandeurs pour les événements dynamiques. Alors, notre projet est constitué d'un sol tricouche. À l'échelle réelle, on a la première couche constituée d'un sable dense. C'est le sol dans lequel les inclusions rigides sont ancrées. On a une couche argileuse qui constitue la couche molle qui est renforcée. Elle a une épaisseur de 9 mètres et la plateforme de transfert de charge d'épaisseur 1 mètre. Les inclusions rigides utilisées ont une longueur de 10 mètres et un diamètre de 60 cm. Et sur le sol renforcé, on peut placer une superstructure. Dans ce cas, on a une structure de 12 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur. Dans les essais, on considère, dans notre cas, une échelle réduite d'un facteur n égale à 50. Donc, la préparation du modèle, premièrement, la couche de base, elle est effectuée par pluviation. Donc, ici, on voit dans la vidéo à droite la trémie qui se déplace contenant le sable. On fixe la vitesse de la trémie, la hauteur de la pluviation du sable et l'ouverture de fente de la trémie pour avoir une densité relative de 80%. Donc, on a un sable assez dense pour éviter les problèmes de liquéfaction pendant les signaux sismiques. La deuxième couche, c'est la couche d'argile, c'est la couche molle. Elle est constituée d'un mélange d'argile Space White et du sable de Fontainebleau. Donc, on a 80% d'argile, 20% de sable, initialement installé sous forme de boue avec une teneur en eau de 60%. Et après environ 5 semaines de consolidation en utilisant un piston hydraulique, on obtient notre couche surconsolidée d'argile, dans laquelle seront installées les inclusions rigides. Et la troisième couche, c'est la plateforme de transfert de charge, constituée d'un mélange de 4 sables de dimensions différentes, ainsi obtenant un sable à granulométrie étalée. Et cette couche est installée par compactage manuel, comme on voit dans la figure à droite.
Parallèlement à la constitution du massif, on est en train d'installer des instruments pour enregistrer les données. Donc, on a premièrement des accéléromètres. On a 3 colonnes d'accéléromètres, 2 dans le sol et une sur le conteneur. Donc, les accéléromètres sont des instruments qui comme leur nom l'indique, enregistrent l'accélération dans une seule direction. Dans notre cas, on applique des séismes horizontaux, donc c'est d'accélération horizontale. Le but d'avoir des colonnes d'accéléromètre, c'est que dans le sol, pouvoir vérifier la réponse du sol et le transfert du signal de la base à la surface du sol. Et la colonne de sol sur le conteneur est utilisée pour vérifier les effets de bord. En outre, on a les capteurs de pression. Donc, ces capteurs mesurent la surpression interstitielle durant la consolidation du conteneur et après chaque secousse sismique. On a aussi des capteurs de déplacement pour mesurer les tassements et des éléments appelés Bander Elements pour mesurer la vitesse de propagation des ondes VS. À la fin de chaque essai, on effectue un essai pénétrométrique pour trouver le profil de la cohésion non drainée de l'argile. Les configurations testées jusqu'à maintenant, donc on a des essais effectués en champ libre, donc on n'a ni le bâtiment ni les inclusions rigides, des essais effectués avec les inclusions rigides uniquement, des essais avec une structure élancée sans inclusion et des essais combinant les deux configurations, on a la structure et les inclusions rigides. Donc les inclusions rigides, comme on le voit à droite, on a 7 inclusions rigides, 4 d'entre installées sous forme d'hexagone. 4 de ces inclusions sont instrumentées par des jauges de déformation dans le but de déterminer les moments fléchissants et les forces axiaux. Et concernant la structure, donc on a une structure élancée d'un facteur d'élancement de 1,5. Concernant l'instrumentation, la structure est instrumentée par des accéléromètres horizontaux collés sur le fût et des accéléromètres verticaux collés sur la tête. On a aussi des capteurs laser verticaux sur la tête qui servent à mesurer les rotations du bâtiment et le tassement. Et on a aussi un capteur laser linéaire latéral. Alors, on applique une séquence de 20 tirs 20 séismes et sinus sur les modèles. Donc, premièrement, on applique 2 séismes d'amplitude faible dans le but de déterminer la fréquence naturelle du sol sous fréquence élastique du sol. Ensuite, on a 3 groupes de sinus de fréquences différentes. Donc, ici, on impose une fréquence et donc, sur le sol et donc on étudie l'effet de la fréquence sur la réponse du modèle. Ensuite, on applique une série de séismes, donc à un contenu fréquentiel plus étalé et avec des amplitudes élevées, variant de basse amplitude à haute amplitude. Donc ici, on étudie l'effet de la fréquence de le séisme d'entrée et de l'amplitude du séisme d'entrée. En plus, après chaque groupe de sinus et à la fin de l'essai, on applique un séisme de faible amplitude pour vérifier la variation des propriétés mécaniques du sol après ce groupe de sinus ou ce groupe de séisme fort. Un résultat obtenu combinant les 4 configurations présentées. Donc ici, on représente l'accélération maximale obtenue à la tête de la couche d'argile pour les 4 essais en fonction de l'accélération maximale obtenue à la base, et cela pour tous les séismes présentés dans le diapositive d'avant. Alors ici, en comparant premièrement les deux essais sans bâtiment, donc sans les inclusions rigides pour la configuration CFF, on peut voir que l'augmentation de l'accélération à la base n'engendre pas une augmentation de l'accélération à la surface. Ce qui veut dire qu'il y a, dans ce cas, beaucoup de non-linéarité dans le sol, donc plasticité et dissipation de l'énergie. On peut dire cela pour toutes les accélérations appliquées, sauf pour un seul qui est le sinus de 1 Hz, qui a une fréquence de 1 Hz. Donc ici, on peut voir les carrés bleus. En effet, on peut voir qu'il y a sous ce sinus une amplification comparée aux autres tirs. Pour l'essai avec inclusion rigide,
l'allure est différente. Donc, on a une allure globale qui se rapproche de la première bisectrice de la figure, ce qui veut dire qu'en présence des inclusions rigides, on a eu une amplification du signal plus forte que sans les inclusions rigides. Maintenant, si on compare les essais avec le bâtiment, pour la réponse obtenue dans les deux cas est plutôt plus ou moins similaire. Donc, d'un point de vue global, on peut dire que la présence des inclusions rigides n'a pas vraiment d'effet sur la transmission en termes d'accélération, sauf pour le même sinus présenté avant qui est le sinus de 1 Hz. Si on regarde les carrés verts, on peut voir que sans les inclusions rigides, on a une amplification plus forte que les autres séismes, mais avec les inclusions rigides, on ne voit plus ça. Donc, la présence des inclusions rigides a pu diminuer l'amplification sous ce sinus. En conclusion, ce résultat montre que la présence des inclusions rigides a un effet si on n'a pas de bâtiment. Et si on a un bâtiment élancé posé, les inclusions rigides n'ont pas vraiment d'effet, sauf dans le cas d'un séisme qui auparavant peut amplifier peut amplifier la colonne de sol non renforcée. Pour la modélisation numérique, il y a la deuxième partie de la présentation. L'avantage de réaliser un modèle numérique, c'est qu'on aura des résultats plus rapides que les essais en centrifugeuse, puisque mon essai prend environ 5 à 6 semaines de préparation. Donc, on pourra avoir des résultats plus rapides et le modèle numérique pourra utiliser pour réaliser des études paramétriques. Alors, le modèle développé sur le logiciel Abacus, on a la géométrie. Donc, c'est la géométrie réelle de notre système. Donc, on a 36 mètres de longueur, 19 mètres de largeur et on peut prendre par symétrie et 14 mètres de hauteur. Pour le maillage, on a utilisé des éléments de type C3, D8 réduit dans le but de minimiser tant que possible le temps de calcul. Concernant les conditions limites, donc la surface de base, puisqu'on applique les séismes selon la direction X, donc les autres directions Y et Z sont bloquées. Et les surfaces latérales devant et derrière sont aussi bloquées dans les deux directions Y et Z. La surface latérale à droite et à gauche sont en champ libre et la face supérieure est une surface libre. Concernant le chargement, donc éventuellement, on a le chargement gravitaire et en plus, on applique les signaux sismiques et ces signaux sismiques sont exactement les mêmes choisis pour les essais en centrifugeuse. Le modèle numérique, le modèle non linéaire choisi, c'est le modèle de Chaboch. C'est un modèle élastoplastique non linéaire avec ruissage cinématique. Et la calibration de ce modèle est relativement simple puisque ici, les paramètres à calibrer, la contrainte de plasticité initiale sigma 0 peut être calibrée à partir des résultats obtenus en termes de la vitesse de propagation des ondes, donc en utilisant les éléments Bender. La contrainte de plasticité maximale peut être calibrée à partir du résultat du CPT, donc le profil de la cohésion non drainée, et la calibration de l'évolution du paramètre lambda 0, qui est le rapport entre les deux contraintes, peut être calibrée à partir de la courbe de dégradation du module de cisaillement du sol, qui peut être obtenue expérimentalement. Donc, en conclusion, les résultats de la centrifugeuse, le résultat présenté de l'essai montre que la présence des inclusions rigides a un effet avec un bâtiment dans le cas d'un séisme d'entrée qui a un contenu fréquentiel pouvant amplifier la colonne de sol. Pour la suite, le modèle numérique est maintenant en train de se développer. Donc, pour la suite, un essai programmé en centrifugeuse avec une structure basse et non pas élancée est programmé et la calibration et la validation du modèle non linéaire, plus les études paramétriques. Donc, avant de finir, un aperçu sur le laboratoire dans lequel je travaille. Donc, on a 6 chercheurs dans le laboratoire. Certains travaillent sur des projets en statique et d'autres travaillent sur des projets en dynamique. On a 5 techniciens que, premièrement, je veux bien remercier et deuxièmement, que chacun de ces techniciens a un rôle très spécifique à lui.
Et finalement, il y a mes camarades, les postdoctorants et doctorants. Quelques instruments qu'on utilise dans le labo. Donc, on a le simulateur des séismes utilisé pour commander à distance pour appliquer les séismes. On a un robot et on a des pieux géothermiques, un plateau mobile. Ce sont quelques projets, des charges roulantes et des essais sismiques sur des remblais ou des pentes, stabilité des points. Et je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à vos questions. Cher Ben, pour cette présentation, nous avons une question sur les slides 18. D'accord. Alors, juste quelque chose. Je ne sais pas pourquoi sur Teams, j'arrive pas à voir les questions dans le chat. Donc, si vous pouvez me les lire. Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc, sous les slides 18, Alors, donc, slide 18. Pourquoi les Oui. bords latéraux sont en champ libre et pas plutôt rigides? Alors, ici, on applique un séisme selon la direction X, d'accord? Et ce sont des faces, donc la normale, c'est la direction X. Donc, on ne peut pas bloquer la direction X pour cette. Donc, il faut laisser le sol se déplacer dans cette direction. Et puisque l'SCMCX, donc cette face ne va pas se déplacer dans les deux autres directions. Donc, il faut laisser cette surface se déplacer librement, mais elle ne peut pas être sur une surface libre complète, puisque sur cette surface, les éléments, les nœuds sont couplés les uns des autres. Donc, c'est pour cela que c'est une surface en champ libre. Qui a posé la question. En fait, rigide ne veut pas dire que c'est un blocage en déplacement, mais rigide, ça veut dire que vous imposez le signal de déplacement sur ces bords-là. Non, le signal est appliqué à la base. À la base, mais est-ce que le bord, comment le bord est fait, il est rigidement lié à la base, c'est ça? En fait, comme j'ai dit, les nœuds sont couplés. Les latérales, les nœuds sont couplés. Donc, ils sont reliés, mais ils ont la possibilité de se déplacer. En fait, je pense que si vous mettez un capteur sur le bord latéral de votre dispositif PC, ils doivent avoir le même déplacement que votre sollicitation. Et du coup, c'est un élément que, que vous imposez le déplacement déjà, et ce n'est pas un champ libre. Oui, en fait, maintenant, votre question, c'est plutôt dans le modèle expérimental sur le conteneur. En fait, le conteneur qu'on utilise, c'est un conteneur laminaire. Et donc, je reviens ici. On utilise un conteneur laminaire. Donc ici, les bords du conteneur ont le droit de se déplacer. Le conteneur, il est composé de lames qui sont superposées. Et donc, avec le séisme, il a le droit de se déplacer. Et donc, pour modéliser ça dans le numérique, la surface latérale ne doit pas être rigide. Donc, elle doit avoir le droit de se déplacer. Et ils peuvent se déformer, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Merci. Merci. Et du coup, il y avait Jean qui avait levé la main. Merci, mais la question a été répondue. Ah oui, ah, ok. Donc, ça marche. Du coup, nous passons à la prochaine question. C'est comment expliquer un tel impact du bâtiment sur les signaux dans les sols et non uniquement à la surface en contact avec les bâtiments? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Donc, Je ne vois pas les questions. comment expliquer
ont-elles l'impact du bâtiment sur les signaux dans les sols et non uniquement à la surface? Dans le sol, alors, vous parlez dans le sol, dans le couche d'argileuse, sur le profil de sol. Donc, dans le sol, il y a des non-linéarités qui se développent. Et donc, avec le poids du bâtiment, il y aura des dissipations d'énergie qui vont se faire au niveau de la couche d'argile. Donc, il y a aussi une interaction qui se crée entre les inclusions et le bâtiment qui va. Donc, c'est là la question en fait qui se pose. Donc, c'est là l'interaction, le questionnement. Donc, c'est là l'interaction entre le bâtiment, le sol et les inclusions, de pouvoir trouver l'effet sur la réponse du sol. Donc, nous avons d'autres questions. Donc, la première, c'est quelle magnitude des séismes est testée? Alors, je retourne sur la liste des séismes. Donc, on a des magnitudes de basse amplitude. Donc, on a des 0,05 G. On a des amplitudes moyennes de 0,15 G et des amplitudes élevées de 0,25 G. Donc, c'est des séismes basses, moyennes et très forts. Ok. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a une différence de rigidité de l'éolienne au bâtiment dans l'expérimentation? Alors, pour l'expérimentation, on a considéré un bâtiment rigide. Donc, la fréquence, si on teste la fréquence naturelle de ce bâtiment sous surface fixe, la fréquence naturelle de ce bâtiment sous sol rigide, plutôt sur support rigide, est plus élevée que le contenu, est beaucoup plus élevé que le contenu fréquentiel. Donc, ici, on teste précisément un bâtiment rigide. Ok. Donc, il y a M. Basile Tosi qui est revenu, j'imagine, sur la question d'avant. Donc, si vous voulez vous exprimer en direct par les micros. Oui, non, moi, une question complémentaire, ce serait quelle est la répartition de la charge entre le sol et les inclusions liées au bâtiment? Alors, franchement, je ne pourrais pas vous répondre précisément la répartition de la charge. Car en fait, je n'ai pas encore traité cette partie des résultats. Parce que dans les dimensionnements, ça peut avoir un impact, j'imagine, dans Oui, dans la évidemment. réponse du sol, effectivement, et de l'impact du bâtiment. Et notamment, ça revient sur la question aussi des éoliennes, le poids et tout ça, quoi. Merci. N'ayant plus de questions. Donc, encore une fois, merci, Chaben, pour la présentation. Donc, maintenant,